Good morning, everyone. I'm happy that you're here for another plenary, and I want to remind you that this will be in French. So if you need your headphones, just a reminder. But also, I want to take the opportunity to thank the translators. They sometimes are overlooked, and they need our appreciation. They're up there. Thank you. There are also people behind the scenes here we want to thank too. But anyway, on Thursday, whenever the closing session, we'll be thanking everyone. Tonight is a party. Please plan on coming. There's a lot of things going on. It's going to be very exciting. There's a jazz lecture, whatever that is, by our former president, Cees Hamelink, and his band that he's playing with now, the Burgundian Combo. And some of us heard them the other night. They're great. And also, they will be selling CDs, very cheap price, but the proceeds will go to IMCR. Please buy them. But anyway, it's going to be a really fun event. Multimedia stuff will follow, a DJ, and all kinds of things. So please, come. It is at the SAT, excuse me, but Société des Arts Technologiques. Really? SAT on Saint Laurent Boulevard, and please check your map. It is C on the map, and also about a 5-minute walk. So please, we'll dance, we'll have fun. We are giving an award today. We are very pleased to have the support from the Urban Communication Foundation, and we have an award with them. Nico Carpentier will, who has been working on this with this award and with the foundation, will be introducing it and introducing Gary Gumpert, who is head of that foundation. So please, Nico and Gary. So, my dear colleagues, I'm actually extremely pleased to introduce the UCF-IMCR Urban Communication Research Grant to you. This is a research grant that aims to advance our understanding of the complexities of our urban environments, and it articulates speciality with communication. And this is part of an ongoing award that has been awarded for several years now. Every year, a jury evaluates the submitted proposals, and I particularly want to thank the other members of the jury, Aimé Vega-Montiel, Susan Drucker, Cees Hamelink, and Gary Gumpert for their work. And as one of the jury members, I can assure you that working with my colleagues is a true pleasure. And I know that we often say that, but in this case, it's actually true. Before I give the floor to Gary to hand over the award, I also want to point out to you that this afternoon at 4 p.m. there will be a special session on space, hegemony, and resistance, which will feature last year's grant winner, Yanis Christidis. And we will actually open that special session with a therapeutic moment to console those who are having trouble navigating this university space and to understand its signalization system. I won't go on for too long. I'll actually be more than happy to introduce Gary Gumpert to you and hand over the award to him so that he can then, in turn, hand over the award to the grant winner. Thank you. I've been in this field for a long, long time, over 50 years, and have been very committed to looking at the nature of public space and what is happening to the urban landscape. About 10 or 11 years ago, we did an all-day seminar at another association's meeting, not to be mentioned, NCA,
in which there was a gentleman sitting in the corner, and he said, "I like your work." And that's the first time that anyone has ever said, "I like your work. Could you give me a call? I'd like to help you. I need all help I can get." And so I went home and called him. I'm not going to mention the amount of money we received, but it was a large sum. And I was put into the unique position of having to give out funds to scholars who need the funds. What a wonderful position of power. So here we are. Let me mention just a few of the awards we give. We give an Urban Journalism Award, the Communicative Cities Award. Last year's winner was Amsterdam. The next large award that we will be giving is a white paper, and I want to alert you that this white paper will deal with communication, urbanism, and immigration. That will be for $10,000. So those of you who wish to apply, have something to say, look at our website. There are numerous other awards, including the Jane Jacobs Award, the pioneer lady who did all the work in New York, looking at the nature of urban space. But I'm particularly happy to be here tonight, or today, and working with Nico and Janet, longtime friends. We've been working on this award for a long time. We've raised the sum now to 1,500 euros every year. And we have a commitment, at least now, for the next 3 years, that this will continue. And if I can possibly swing it, we'll try to raise those amounts. So here we go to announce who the winners are. But before we do that, I want to mention there were two exceptional awards that we were considering. We could only give one, but one of the people is a runner-up. His name is Robert Topinka. He's a doctoral candidate in Rhetoric and Public Culture program at Northwestern University. His project proposed an ethnographic study of the Uber drivers and customers in London. We thought this was a unique project, and we hope that he continues working on this. Today's winner, I'm very pleased to announce, is Olesa Venga, who is receiving the 2015 UCF IMCR Urban Communication Research Grant. I must point out that this is an unusual study. She has completed interdisciplinary research on global marketing of controversial services and products, and has moved to Las Vegas, one of the few places I would not want to move to, and is doing research there. And the nature of her research is absolutely extraordinary. We're supporting how the promotion of sexual services fit into the constantly contested above and underground spaces of Las Vegas. It's an amazing study. It's the iconic city of sin, and she will focus on the activities related to sexual marketing while drawing upon Henry Lefebvre's framework of conceived, perceived, and lived spaces. I hope she has some distance between herself and her research subjects, but I'm really pleased to award you this grant. Thank you so very much. And I'll be happy to give the floor to the chair so that our keynote panel can start. Alors, félicitations à la lauréate. Bonjour, bienvenue à cette plénière. Bienvenida, welcome. As was mentioned, the plenary will be in French, but there are headphones available for those of you who would like to use them.
Mon nom est Josiane Millette, je suis professeure assistante au département d'information et de communication de l'Université Laval et j'agirai à titre de modératrice pour la conférence d'aujourd'hui. Donc, nous entendrons aujourd'hui M. Serge Proulx, professeur titulaire à l'École des médias de l'UQAM et professeur associé à Télécom Paris Tech. Il est le fondateur du laboratoire de communication médiatisée par ordinateur et membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Sa conférence d'aujourd'hui s'inscrit tout à fait dans la lignée de ses travaux qui portent sur les mutations des dispositifs d'information et de communication à l'ère numérique, en particulier les innovations, les contributions des usagers dans le contexte du capitalisme informationnel. Donc, c'est de cela qu'il nous entretiendra aujourd'hui et sa conférence nous pose la question « L'injonction à participer au monde numérique, un paradoxe ». Nous entendrons ensuite Mme Suzanne de Chevigny, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique et directrice du Centre Norbert Elias à Marseille, en France. M. Proulx prononcera d'abord sa conférence qui devrait durer autour de 45 minutes. Ensuite, Mme de Chevigny agira à titre de discutante pour une quinzaine de minutes. Et puis, vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions. Donc, sans plus tarder, accueillons M. Serge Proulx. Alors, merci beaucoup. Est-ce que c'est bon le son? Non. Hein? Sound? 1, 2. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? Oui. C'est que je m'entends pas. Alors donc, le titre de ma présentation, l'injonction à participer au monde numérique, un paradoxe. Et mettez l'autre slide, s'il vous plaît. Alors, j'ai un diaporama de 2 slides. Alors, vous avez vu la première et c'est maintenant la deuxième. Et donc, c'est simplement celle-là va rester là parce que c'est les 4 points, c'est les 4 idées que je vais tenter de développer pour répondre à la question donc de ce que j'appelle l'injonction à participer au monde numérique. Première idée, c'est une prescription simultanément top-down et bottom-up. J'ai oublié de faire fonctionner ça. L'impératif à participer se retrouve aujourd'hui dans de très nombreux domaines de la vie, politique participative, démocratie participative, technologie participative, art participatif, science participative, recherche participative, et j'ai même entendu récemment un prêtre parler de religion participative, et je m'attends à ce que le pape François publie bientôt une encyclique sur la religion participative, en fait. Mais dans le monde numérique, l'injonction à participer est d'abord top-down, dans la mesure où, depuis le temps du Web 2.0 et surtout aujourd'hui avec le Web des plateformes, l'utilisateur est contraint de d'abord s'inscrire sur la plateforme qu'il veut fréquenter. Mon collègue Antonio Cassilli parle pour ce cas de figure d'un web d'inscription, c'est-à-dire un contexte dans lequel on ne peut pratiquement pas passer d'une page à l'autre sans avoir à franchir des checkpoints qui vous demandent constamment de décliner votre nom, votre mot de passe, et ainsi de suite. Donc, l'identification de l'utilisateur fait en sorte que le traçage soit constant. Cette inscription sur la plateforme constitue le passage obligé de la participation en ligne. L'usager est contraint de participer au sens où il se doit de contribuer, par exemple à travers ses posts sur les murs de ses contacts dans les réseaux sociaux, ou encore par ses évaluations et ses recommandations sur les sites des restaurants et des commerces qu'il a fréquentés, ainsi de suite. Cette participation en ligne a ainsi changé de forme avec la transition du web des pages, home page web, celui des années 90, où l'internaute butinait et... Le son?
Le son vient de s'arrêter. Vous pouvez parler un petit peu plus près du microphone. Rapprochez le micro. Merci. 1, 2. C'est bon? Oui. Ah. Non? Hein? Oui? Tu parles. Bon, je vais essayer, là. Donc, je disais que cette participation en ligne avait changé de forme avec la transition du web des pages, celui des années 90 où l'internaute butinait et surfait en passant d'une page à l'autre avec une relative liberté, au web des plateformes, le web des années 2000 qui contraint davantage les pratiques des internautes à travers ses algorithmes et ses interfaces imposées et qui prescrit ces logiques de captation permanente des traces des activités en ligne. Mais l'injonction à participer au monde numérique est aussi bottom-up, dans la mesure où l'usager développe un sentiment d'appartenance à l'égard de diverses communautés qui sont devenues pour lui ou pour elle un véritable milieu intégrateur. L'usager se sent ici obligé de participer à ces réseaux d'échanges pair à pair et à ces communautés d'appartenance en alimentant, par exemple, de ces messages et interventions, les listes de discussion et les forums qui leur sont rattachés. Mais que veut dire participer? La participation concerne le pouvoir. Si mon geste participatif n'exerce aucune influence sur la situation, comme par exemple le fait de s'engager dans des dispositifs préexistants qui contraignent fortement les réponses possibles, il s'agit alors d'une forme superficielle de participation. Dans son essai s'intitulant « Participer, essai sur les formes démocratiques de la participation », la philosophe Joëlle Zask montre que la participation à la vie démocratique articule 3 actions. Prendre part, contribuer, c'est-à-dire apporter une part, et bénéficier, recevoir une part. Donc, ces 3 types d'actions, prendre part, contribuer et bénéficier, constituent les pivots de l'idéal démocratique selon John Dewey. La participation, nous dit Joëlle Zask, est un idéal à ne pas brader, qui exige une pensée sociale et politique fortement critique à l'égard de nos habitudes culturelles elles-mêmes. Alors voilà, j'ai fixé avec ça, si vous voulez, le critère d'évaluation de cette question de la participation. Alors, plusieurs courants de recherche ont documenté cette thématique de la participation au monde numérique. Simplement, je les donne comme ça, vous les connaissez. La culture participative développée par Henry Jenkins, le crowdsourcing, tout ce courant de pensée, la figure du producer de Axel Bruns, toute cette question de la participation des amateurs avec la figure du pro-am que vous connaissez aussi, et l'économie du partage, le sharing economy, sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Donc, s'agit-il d'une injonction paradoxale? Oui, dans la mesure où participer, ce serait faire le jeu des grandes entreprises du monde numérique. Nous pouvons renouer ici avec la critique de l'idéologie de la participation popularisée au moment des événements de mai 68 en France, notamment à travers cette inscription célèbre sur les murs de l'Université de la Sorbonne, « Je participe, tu participes, nous participons, ils nous exploitent ». La dimension paradoxale s'exprime dans cette idée, je dirais, d'une fragilité des subjectivités, une fragilité paradoxale des subjectivités qui sont mobilisées dans le capitalisme informationnel. Donc, en d'autres mots, le mode de production que j'appelle le capitalisme informationnel, sur lequel je reviendrai un petit peu, a besoin de capter et monétiser la force expressive des contributeurs pour créer de la valeur, mais en même temps, le déploiement de cette intelligence expressive et collective constitue une potentialité subversive. Pensons effectivement
aux étincelles qui ont été, je dirais, captées et diffusées par les médias sociaux à l'occasion du printemps arabe de 2011. L'utilisateur participant est un usager fatigué. Il serait, selon l'expression d'un texte que je lisais récemment sur the used user. Donc, il serait un utilisateur utilisé ou un usager usagé. Il se trouve ici une duplicité sémantique intéressante. L'expression used user renvoyant d'un côté à l'utilisateur dont les traces sont captées par les propriétaires des plateformes. Il est donc utilisé par des acteurs économiques extérieurs plus ou moins à son insu. D'un autre côté, l'expression usager-usager, comme on dit automobile usager, pourrait être associée à l'idée d'un usager fatigué de se faire avoir dans le monde truqué du numérique, fatigué de devoir interagir avec des interfaces impersonnelles qui verrouillent sa créativité. Cette injonction paradoxale est donc partie prenante au fonctionnement d'un capitalisme informationnel. Et pour faire court, je dirais que c'est à partir de la figure de l'usager qui est à la fois content producer, producteur de contenu, donc il produit des user-generated content, et en même temps, il laisse des traces, donc il est data provider. Et ce sont ces productions, ces traces, ces données et métadonnées qui sont captées par les entreprises qui contrôlent les plateformes web et qui sont capitalisées dans des bases relationnelles et dont le croisement automatisé sert à générer des stratégies et tactiques personnalisées de marketing et de publicité. Mais vous connaissez tout ça. Mais ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est que l'on assiste à un basculement dans la nature des mécanismes de captation des traces des pratiques des internautes. Alors que jusqu'ici, ce qui était capté, c'était les gestes explicites des internautes. Exemple, interrogation de moteurs de recherche à partir de mots-clés, achat en ligne, actualisation d'un profil dans un réseau numérique. Aujourd'hui, avec l'Internet des objets, avec l'omniprésence des capteurs de traces qui sont laissées par les personnes à travers leurs activités dans la maison, au bureau, sur la rue pendant qu'elles marchent, la simple présence des personnes dans un environnement donné suffit pour permettre, via les algorithmes et systèmes de captation, la génération de données et de métadonnées. Il se met en place ainsi une logique d'extraction de données qui fonctionne complètement à l'insu des personnes dont les traces d'activité font l'objet de la captation. Ces processus de captation permanente de la présence ouvrent la porte à une éventuelle marchandisation permanente du temps humain, comme l'avait enfin prophétisé Jeremy Rifkin, et à l'implantation de nouveaux dispositifs de captation et de monétisation de l'attention. Donc, la question qui traverse ce matin mon exposé, c'est la suivante. Comment imaginer des alternatives à ce capitalisme informationnel envahissant? Des alternatives peuvent-elles se trouver du côté du mouvement des communs? En ce qui concerne les pratiques d'information et de communication, adhérer au mouvement des communs informationnels signifie résister à la marchandisation de l'information, signifie penser l'information comme un bien commun. Et je passe maintenant au deuxième point. Il faut politiser le numérique. Donc, pour accroître notre capacité sociétale à intervenir sur les orientations du numérique, il nous faut politiser le numérique. Alors, dans une conférence auquel j'assistais et où Andrew Feinberg, qui est dans la salle, était là, il participait à cette conférence, Philippe Ayguerin nous a
invité à faire une réflexion en ce sens et en rappelant historiquement que même les premières figures qui sont à l'origine de l'invention de l'informatique, je pense à Charles Babbage, ensuite Alan Turing, John von Neumann. Donc même ces scientifiques, je dirais, plus durs, avaient déjà une préoccupation, je dirais, de nature sociale, peut-être pas nécessairement politique au sens fort, mais avaient déjà une préoccupation. C'est-à-dire qu'ils se demandaient ce que feront les machines informationnelles aux activités humaines dans leurs caractéristiques à la fois sociales, industrielles et cognitives. Et puis ensuite, il y a eu un certain nombre de philosophes qui se sont mis à pousser cette question qui était devenue la question de l'intelligence artificielle. Donc, on a eu le philosophe Hubert Dreyfus qui a posé, je dirais, la question de où se trouve l'intuition humaine dans l'environnement de l'intelligence artificielle. Et puis, je veux m'arrêter quelques minutes sur la figure d'un informaticien et mathématicien, Joseph Weizenbaum, qui est décédé en 2008, qui, s'intéressant aux interactions humain-machine, publie en 1966 le programme informatique ELISA, qui simule une conversation avec un psychothérapeute rogérien. Il est étonné de constater la facilité avec laquelle les interlocuteurs humains de la machine se font prendre au jeu. Se font prendre au jeu par la machine. Tout se passe comme s'ils acceptaient sans résistance que la machine remplisse un rôle de thérapeute. Alors que Weizenbaum pensait pouvoir démontrer par l'absurde le fait que l'ordinateur ne pourrait pas se substituer à la pensée humaine, voilà que son expérimentation le conduit au constat qu'une majorité de personnes humaines acceptent l'idée que l'ordinateur soit doté d'une intelligence artificielle. Alors, ça le conduit à rédiger, à publier 10 ans plus tard un ouvrage important, Computer Power and Human Reason, From Judgment to Calculation, un premier véritable questionnement philosophique et éthique sur le pouvoir de l'ordinateur. Il s'agit d'une œuvre fondatrice pour ceux et celles qui souhaitent politiser la question de la technique, en particulier celle de l'informatique et du numérique. En fait, il nous explique que man is not a machine, although man most, excusez mon accent, most certainly process information, it does not necessarily process it in the way computers do. Donc, computers and men are not species of the same genus. However, much intelligence computers may attain, now or in the future, theirs must always be an intelligence alien to genuine human problems and concerns. Nous avons eu, je dirais, dans la période des années 60-70 jusqu'au début des années 80, un certain nombre de textes en provenance de la philosophie, de l'anthropologie, de la sociologie, qui nous ont proposé une critique des limites de la technique. Je pense à Jacques Ellul, Ivan Illich, Andrew Finberg, qui va nous parler demain matin, dans le keynote de demain matin. Et puis, ensuite, il y a eu une espèce de moment un peu particulier. Ça a été celui de l'invention de la micro-informatique, qu'on pourrait situer autour des années 73-75, et je dirais, sa diffusion élargie à partir de 82. Donc, l'invention de la micro-informatique ouvre à l'inverse sur un moment utopique. Alors, c'est un moment utopique. Alors, la critique, si vous voulez, prend les habits de l'utopie et on la formule contre le pouvoir de l'establishment militaro-industriel. Et donc, les promoteurs de la micro-informatique affirment pouvoir implanter « computer power to the people ».
Donc, on est au cœur, si vous voulez, de la promesse de la micro-informatique qui va éventuellement devenir la promesse de l'Internet. À ce moment-là, se publient des ouvrages où on pense que le micro-ordinateur va pouvoir changer le monde, en particulier les déséquilibres de développement nord-sud. Donc, on est dans l'utopie, je dirais, des années 80, dans l'utopie de the Information Society. Donc, on est vraiment dans une promesse associée au progrès technique qui serait celui de renverser les inégalités sociales. Et l'ouvrage de Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture, ainsi que l'article de Richard Barbrook et Andy Cameron sur l'idéologie californienne, nous montrent qu'on a cherché à transférer l'utopie des contre-cultures vers le monde de la cyberculture, devenue aujourd'hui culture numérique. Alors, je dirais qu'à partir de 1995, qui marque, je dirais, l'entrée d'une logique de marché dans l'univers numérique, donc à partir de ce moment-là, on introduit donc une logique de marchandisation et de monétisation des productions en ligne et des données. Et cette logique-là va devenir, avec les années, de plus en plus dominante, ce qui fait que la promesse d'une société en réseau, portée par les pionniers de l'Internet, se mue en l'instauration d'une société de contrôle et de surveillance. Et l'exposé d'hier matin de David Lyon était extrêmement instructive à cet égard. Donc, je dirais que pour terminer cette deuxième idée de politiser le numérique, je dirais qu'à partir de l'entrée du marché dans l'univers Internet, l'Internet est devenu une sphère sociale et politique où s'affrontent deux grandes postures idéologiques. D'une part, l'idéologie libertaire des pionniers, encore marquée par les promesses libertaires initiales, une société en réseau qui serait davantage démocratique, qui ferait éclater les hiérarchies, qui serait davantage participative. Alors, les tenants de cette idéologie apparaissent aujourd'hui de plus en plus minoritaires. Ils se retrouvent notamment autour des luttes pour maintenir une neutralité de l'Internet. Mais je dirais que la frange la plus dynamique des porteurs de la promesse numérique, celle qui me permet de garder un certain espoir, parce que peut-être que vous sentez que j'ai perdu un peu d'espoir, c'est un espoir malgré le rouleau compresseur de la logique de la marchandisation qui s'insinue dans tous les méandres du web. Donc, cette piste qui me donne espoir, c'est le mouvement des communs qui lutte contre l'idéologie propriétaire affirmée à travers l'imposition de la propriété intellectuelle sur la grande majorité des productions culturelles du web, l'imposition de brevets sur les logiciels et sur différents codes informationnels, y compris des séquences du vivant. D'autre part, donc première posture idéologique, l'idéologie libertaire des pionniers qui, tant bien que mal, essaie de perdurer. Et de l'autre, donc l'idéologie néolibérale des marchands qui impose de plus en plus systématiquement, à partir d'une maîtrise des algorithmes et des contraintes verrouillant les interfaces, une logique de captation marchande des usages et des traces laissés par les internautes. Donc, cette sphère sociale et politique, je dirais, de l'Internet, opposant ces deux grandes postures idéologiques, met la table aux actions de politisation du domaine du numérique qui apparaissent nécessaires pour que nous retrouvions une capacité sociétale à intervenir efficacement pour orienter le développement économique et social du secteur numérique dans le sens d'un développement humain, durable et conséquent.
J'en arrive maintenant au troisième point, qui est le partage, donc le sharing, qui est quelque chose qui me fascine. Donc, il est de plus en plus fréquent dans la presse aujourd'hui d'entendre évoquer la question du partage ou de la gratuité qui serait mobilisée significativement avec l'avènement du numérique. Les controverses actuelles autour d'Uber Pop ou d'Uber X sont criantes et révèlent au grand jour les enjeux sociaux et économiques énormes que soulève ce que certains experts appelaient jadis l'avènement des killer apps, des killer applications, c'est-à-dire des applications numériques qui font des ravages dans les anciens business models de l'économie traditionnelle. Les acteurs de l'économie traditionnelle se voient ainsi sommés de réviser en profondeur leur modèle d'affaires. Plus précisément, ces interlocuteurs mettent de l'avant l'idée d'une économie du partage, a sharing economy. Je voudrais ici interroger cette expression et plus généralement approfondir les méandres contradictoires, voire paradoxaux, de l'idée même de partage telle qu'elle est mobilisée dans l'univers numérique. L'idée du partage est aujourd'hui l'expression la plus actuelle de la promesse du numérique. Donc, la promesse perdure à travers cette idée de partage. Selon certains entrepreneurs plus ou moins utopistes, nous ferions notre entrée dans une société du partage. Dans le registre des promesses rattachées à Internet, on passerait ainsi de la société en réseau à la société du partage. Ces idées de partage et de gratuité du service rendu réactualisent l'envie du don qui s'exprimait au sein des premières communautés virtuelles décrites par Howard Ringgold. Cette envie du don mobilisait, dans les termes d'Antonio Cassilli, un imaginaire de la mise en commun. Donc, cette idée de partage par les réseaux circulait chez les pionniers de l'Internet dans la deuxième partie de la décennie 1960 et dans la décennie 1970. Revenant sur cette idée, Richard Barbrook, dans un article célèbre intitulé « L'économie du don high-tech », affirmait que le besoin de donner et à la fois de recevoir s'inscrivait dans l'essence même, dans l'ADN, disait-il, de la culture informatique, devenue aujourd'hui culture numérique. Une modalité du monde numérique qui a rendu si populaire cette idée de partage est que dans cet univers, l'une des catégories de biens qui s'échangent, les biens informationnels ou biens de connaissance, sont des biens non rivaux. C'est-à-dire que l'usage d'un bien informationnel par une personne n'empêche pas l'usage de ce même bien par une autre personne. Une fois consommé par un premier usager, le bien informationnel existe encore dans son intégralité pour un second usager, et ainsi de suite. C'est l'invention du service Napster, ayant fonctionné de juin 1999 à juillet 2001, qui a popularisé l'échange des fichiers musicaux MP3 entre pairs, jusqu'à ce que l'industrie du disque réussisse à faire fermer ce service, jugé en violation du droit d'auteur. Ce dispositif technique sera ensuite remplacé par de nouveaux logiciels permettant l'échange décentralisé de pair à pair de fichiers numériques sans le recours aux annonces sur un serveur central. Par ailleurs, dans le cas d'échange de logiciels, il apparaît que le partage d'un logiciel induit une augmentation de sa valeur. Plus généralement, l'utilisation par le plus grand nombre d'un logiciel, d'un moteur de recherche ou d'un site de réseau engendre des effets de réseau, des externalités positives, comme disent les économistes. Donc, il y a une valeur ajoutée au fait d'utiliser un objet ou un dispositif qui est partagé par le plus grand nombre. Alors qu'étymologiquement, le mot « partage » renvoie d'abord à l'idée de diviser un tout pour ensuite pouvoir le répartir ou le distribuer entre plusieurs acteurs concernés, dans son acception numérique, le partage est plutôt une multiplication par copie et échange. Dans le monde numérique, on partage par copie et transmission des créations médiatiques ou des biens culturels originaux ou remixés. La culture du remix
ayant pris une grande importance pendant la décennie 2000. Ces pratiques du remix ont d'ailleurs mis en relief une lutte sociale et économique importante opposant les tenants du copyright, souvent à Hollywood, et les promoteurs du copyleft, artistes, auteurs, créateurs, développeurs de logiciels libres, praticiens du remix, à la recherche d'alternatives en matière de propriété intellectuelle des biens culturels. Pensons aux droits de citation, aux droits de parodie, au fair use. Donc, ces initiatives du côté du copyleft, puis l'invention des diverses licences de type Creative Commons, puis le renouveau du mouvement des communs autour notamment des communs informationnels, ont délimité le cadre contemporain des luttes visant la constitution d'alternatives au capitalisme informationnel. D'un côté, le mouvement des communs numériques, luttant contre l'idéologie propriétaire portée par les tenants d'une marchandisation de l'information et du maintien de la propriété intellectuelle exclusive des biens culturels. De l'autre, des acteurs industriels contrôlant les principales plateformes commerciales de l'Internet, ayant pour champion les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui introduisent systématiquement des logiques de captation des pratiques et des traces des usagers aux fins d'une monétisation. Dans le cas des pratiques de partage, les acteurs industriels, propriétaires des plateformes, permettant l'appariement entre responsables de l'offre et demandeurs de services, captent en quelque sorte la générosité des usagers ordinaires pour la transformer en valeur économique pour leur plus grand profit. Alors que du point de vue des biens communs, le geste de partager peut être considéré comme une activité fondamentalement non marchande, du point de vue des entrepreneurs industriels faisant la promotion de l'économie du partage, l'activité de partage est la source d'un processus de marchandisation et de monétisation qui engendre la production d'une valeur économique propre. Donc, il apparaît nécessaire de penser l'articulation ou l'enchevêtrement entre le secteur marchand et le secteur non marchand des pratiques de partage. Depuis les années 80, puis au fil des années 90, le numérique a pris une place considérable, a donné une place considérable aux pratiques non marchandes. En même temps, la miniaturisation et le bas coût des outils de création numérique ont permis une diffusion de matériel de création permettant à de simples individus d'avoir accès à des possibilités de production de type professionnel réservées jusque-là aux industries culturelles. Ces activités de création, production culturelle et surtout ces activités de distribution gratuite et de partage à grande échelle des œuvres numériques ont complètement transformé le paysage. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que les industries culturelles réagissent et se réorganisent dans ce nouveau contexte. Cet ensemble de pratiques de partage non marchand est apparu à leurs yeux comme une aberration temporaire ou comme un échec du marché. C'est Philippe Aigrin qui parle dans ces termes-là, qu'il fallait à tout prix corriger. Donc, les industries devaient réussir à faire entrer les pratiques de partage non marchand à l'intérieur de la sphère du marché. Le web des plateformes a constitué la voie royale qui a permis aux industries culturelles d'implanter des logiques de captation des pratiques de partage. La plateforme permet, par exemple, d'imposer un coût pour la transaction d'appariement. En même temps, elle permet aussi de capter l'ensemble des métadonnées produites lors de ces transactions d'appariement. Ces métadonnées étant la source habituelle de plus-value dans le fonctionnement du capitalisme informationnel. Et je termine avec mon dernier point, plus court. Donc peut-être que mon exposé va durer moins de 45 minutes, ce qui va être bien pour tout le monde. Donc, dernier point, comment créer des brèches dans la logique de marchandisation galopante de l'univers numérique dont je parle depuis le début. Alors, je voudrais ici simplement insister sur 3 points
le premier point, donc je dirais première possibilité de brèche, c'est à un niveau, je dirais, enfin, je vais lire mon texte parce que sans ça, je vais... Alors, tout d'abord, il est nécessaire de prendre une distance critique vis-à-vis de cette situation du tout au numérique dans laquelle nous sommes immergés. Ce tout au numérique s'exprimant, par exemple, par le fait que de nombreux services gouvernementaux, y compris fiscaux, y compris de recherche d'emploi, exigent que le citoyen transite par une interface numérique pour les rejoindre. Idem pour un grand nombre d'entreprises privées qui ont pris l'habitude de mettre sur leur site en ligne ou sur Facebook des informations importantes les concernant. Donc, prendre une distance vis-à-vis de ce tout au numérique signifie que pourra se mettre en place un nécessaire processus de subjectivation. C'est-à-dire que nous pourrons, dans ces conditions, prendre une véritable posture de sujet vis-à-vis de cette situation, que nous pourrons nous mettre en position de contrôle relatif dans un environnement informationnel qui nous submerge, sans nécessairement revenir à une posture ludite de refus de la machine. Nous pourrons être ainsi en mesure de pouvoir dire non à cette injonction de participation au monde numérique lorsque l'on considère que c'en est trop et qu'il y a même un risque d'addiction au numérique, addiction à l'usage de son smartphone, addiction à l'usage de Facebook, par exemple. Il apparaît nécessaire de pouvoir se déconnecter si l'envie nous en prend, une manière d'affirmer notre liberté. Et il se trouve dans la salle mon collègue et ami Francis Jauregui-Berry, qui a travaillé précisément sur cette question de la déconnexion et à travers des recherches empiriques, et il s'est aperçu qu'effectivement, un grand nombre de personnes qui acceptent de se déconnecter se voient au bout de quelques heures dans une situation de quasi-chaos mental. C'est-à-dire, dans le fond, elles sont comme renvoyées vraiment à elles-mêmes. Et, enfin bref, Francis pourra en parler mieux que moi, mais disons que alors c'est quand même fascinant. Enfin, voilà la première brèche, prendre, je dirais, une distance critique, se développer une subjectivation, éventuellement se déconnecter. La deuxième brèche, ou enfin la deuxième possibilité de brèche, c'est du côté de certaines pratiques des hackers. Donc, les brèches les plus spectaculaires ont été le fait de Wikileaks. Cette organisation a instauré la pratique de la fuite d'informations et de la fuite de données comme manière de contester l'opacité des systèmes de gouvernement. Ces pratiques ont contribué à définir un nouveau type de journalisme, data journalisme, qui instaure la transparence comme valeur démocratique. Le groupe Anonymous a aussi réalisé quelques actions spectaculaires, comme celle d'aider les activistes du printemps arabe en Tunisie en 2011. Les fuites les plus névralgiques d'un point de vue stratégique et géopolitique ont été le fait d'Edward Snowden en 2013. Ces révélations ont dévoilé non seulement le degré de cynisme abyssal atteint par le pouvoir politique aujourd'hui, mais en même temps, ces révélations mettent à jour le fait qu'Internet est devenu un immense système de surveillance globale que même Orwell n'aurait pu imaginer. On peut dire qu'il y a une perception d'Internet avant et après Snowden. La promesse démocratique d'Internet a été morte et enterrée avec les révélations d'Edward Snowden. Difficile d'être encore optimiste après Snowden. Évidemment, je connecte complètement avec l'intervention de David Lyon et de la deuxième oratrice hier sur ces questions. Et finalement, troisième possibilité de brèche. Donc, des brèches s'ouvrent
de manière davantage positive du côté du mouvement des communs, et c'est l'émergence de ces pratiques qui me permet de garder quand même un espoir de démocratisation associé au monde des réseaux et des pratiques de production pair à pair. Je pense en particulier au commun de la connaissance dont Wikipédia est emblématique. Je pense aussi à une organisation en France avec laquelle notre équipe de recherche a réalisé plusieurs travaux ethnographiques depuis 5 ans. Il s'agit du groupe Tela Botanica, une organisation qui opère exclusivement en ligne et qui produit et diffuse de nouvelles connaissances en botanique par la mise en réseau des travaux et observations de novices, d'amateurs, de professionnels en botanique qui communiquent entre eux via la plateforme de l'association. Ce groupe contribue à faire voler en éclats les anciennes manières de penser la question de la production de la connaissance scientifique, réservée jusqu'ici aux scientifiques reconnus. Ce genre d'expérimentation cognitive, via les réseaux sociaux numériques, ouvre vers de nouvelles conceptions d'une science participative qui permet au plus grand nombre de s'engager activement dans des démarches naturalistes et scientifiques. Et me voilà revenu à la question initiale de la participation. Dans ce cas, toutefois, je dirais qu'il ne s'agit pas d'une simple illusion de participation. Ces pratiques conjointes d'amateurs et de professionnels en botanique contribuent à faire se transformer les cadres sociaux de l'expertise scientifique à l'ère d'Internet et de l'émergence d'une science participative. Merci. Merci beaucoup, Serge Proulx, pour cette conférence. Nous entendrons maintenant Suzanne Chevagny, qui va agir donc à titre de discutante pour une quinzaine de minutes. Et puis ensuite, on aura le temps pour quelques questions de la salle. Merci beaucoup. Merci d'abord aux organisateurs de me donner cette opportunité de discuter du travail que vient de nous présenter Serge. C'est à la fois un honneur et un très grand plaisir. Il est évident que je ne vais pas faire une synthèse de ce qui vient d'être dit. C'est à la fois trop riche et puis vraiment clairement, suffisamment clair pour que ce ne soit pas nécessaire. Je ne vais pas non plus contre-argumenter pied à pied parce que je partage vraiment très largement l'analyse que vient de faire Serge et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, des choses qu'il faut que nous prenions en compte. Donc, mon idée est un peu de faire peut-être un contrepoint, d'attraper quelques fils, de les tisser à ma manière et de cette manière contribuer un petit peu à l'ouvrage. Et donc, c'est ce que je vais faire assez rapidement. Alors, je pense que Serge a abordé beaucoup de points, mais au moins deux que je trouve vraiment centraux, qui sont vraiment essentiels, me semble-t-il, qui sont évidemment la question de la politisation du numérique et des questions qui nous concernent ici, qui est une lutte pied à pied, finalement. On le voit, on l'a beaucoup vu dans cette conférence. Moi, je trouve que la thématique qui a été abordée cette année est extrêmement riche de ce point de vue-là. Et on voit très bien que c'est une lutte pied à pied pour ne pas prendre le numérique comme une question purement technique, et un petit peu accessoirement positive et pleine d'opportunités, mais à penser beaucoup plus largement, ni simplement comme une question purement éthique, un peu bisounours. Je ne sais pas si c'est un concept québécois, ça, mais c'est l'idée d'une position un peu irénique face à cette idée de partager, etc., qui ferait apporterait une espèce de bien naturel. Il faut vraiment poser des questions de façon beaucoup plus serrée et de façon beaucoup plus politique. Et Serge vient de nous l'illustrer très clairement. L'autre grande question qui soulève, c'est la question de l'individuel et du collectif. C'est une question qui se pose à toutes les sociétés, c'est toujours posé de comment faire du lien social, comment faire société. Et puis c'est évidemment une question qui se pose aux sociologues qui essayent d'analyser toutes ces questions.
Donc là, on est en train de naviguer entre liberté individuelle d'un côté et recherche, et opportunité bien sûr, et recherche de création de communautés ou de biens communs. On est en train d'explorer cette opposition et essayer de les concilier. Les deux questions, évidemment, ça c'était éminemment politique comme question, les deux points sont évidemment liés. Donc, dans cette optique-là, je voudrais juste donc soulever quelques points. D'une part, souligner le pouvoir du collectif. C'est vraiment quelque chose face à une idéalisation de la liberté individuelle. Le pouvoir du collectif et ce qu'il a pu nous apporter. Je prends l'exemple du droit du travail, parce que les questions économie du partage, type, prenons l'exemple d'Uber Pop, ce sont évidemment des applications qui mettent en cause un business model, mais qui mettent aussi en cause tout un ensemble d'acquis qui ont été construits collectivement à travers les années. Une législation autour des modes de travail, ça va probablement d'ailleurs au-delà du droit du travail, parce que ça concerne des questions d'imposition, etc. Ce sont des choses que nous avons collectivement construite sur probablement déjà des centaines d'années. Et c'est quelque chose qu'une société construit extrêmement lentement. C'est très long à construire ces choses-là, et c'est quelque chose d'extrêmement précieux dont il faut prendre soin, et c'est une question vraiment, vraiment importante à soulever. Une autre question qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question de la possibilité, ou des limitations, si vous voulez, d'accès à toutes ces ressources. On parle très, très fréquemment en termes de liberté individuelle et d'opportunité individuelle, mais ça va très bien si on a les ressources pour y accéder, pour en jouir. Or, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de le rappeler. C'est pas donné à tout le monde en termes d'argent, tout simplement. Et il faut avoir des ressources pour pouvoir accéder aux outils techniques nécessaires. Il faut aussi avoir des ressources en argent pour simplement dégager du temps, de ne pas passer l'essentiel de son temps à essayer de gagner sa vie, mais d'avoir du temps à y investir. Et l'injonction de partage qui est véhiculée très largement est violente de ce point de vue-là envers les gens qui, au fond, n'ont pas grand-chose à partager, qui ont un mal fou à essayer d'obtenir le minimum vital pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants. On l'a entendu hier à propos de mères célibataires, mais il y avait arriver à peine à suivre leurs enfants dans leur pratique d'Internet, mais on sentait à quel point ces personnes pouvaient être prises par le manque de temps et le manque de ressources. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est la violence de la question qui se pose d'être attentif au manque de ressources financières, mais aussi la violence de cette injonction au partage quand, tout compte fait, on n'a pas grand-chose à partager. Et je crois que ça, c'est un élément important. L'autre, il faudrait juste une petite incise. Moi, je le vois comme problème extrêmement important. Pour ne pas être trop négatif, je voudrais souligner, par exemple, j'ai le travail d'un doctorant, Edgar Mbanza, qui travaille avec moi, sur les pratiques de technologies de communication en général dans les bidonvilles de Kibera au Kenya et de Pékin à côté de Dakar au Sénégal et qui montre évidemment les difficultés quotidiennes que rencontrent les gens et en même temps les capacités de détournement. Ça, je crois que c'est peut-être une bonne piste pour des alternatives, comment on peut faire pour détourner et échapper, mais il y a quand même là, l'image n'est pas entièrement négative, mais bon, cette question de ressources
matérielle est extrêmement importante. Une autre, c'est la question des ressources cognitives. On oublie, enfin peut-être qu'on n'oublie pas toujours, mais c'est quand même important de le souligner, que déjà pour utiliser Internet, il faut savoir lire, et savoir lire dans un sens, vous savez, il y a des différents niveaux de lecture, et on parle des gens qui ne savent pas déchiffrer un texte, mais vous avez, et par exemple, pour prendre l'exemple de la France, il y a à peu près, on estime, à une vingtaine de % de la population, les gens qui n'arrivent pas à lire efficacement, à utiliser un texte, en extraire des éléments. Pardon. Et cet élément-là est extrêmement important. Est-ce que nous avons un système technique et un développement qui est ouvert aux personnes qui ne savent pas lire, aux personnes qui ne parlent pas la langue? Tu en as parlé d'ailleurs tout à fait sur ce tout numérique où il faut aller sur Internet pour pouvoir communiquer avec n'importe quelle administration. Ça aussi, c'est une extrême violence. Déjà, l'étape précédente qui était il fallait téléphoner et communiquer avec un central téléphonique pour résoudre ces problèmes d'électricité avec la compagnie d'électricité. Ça, déjà, c'est très violent. Ce qui ne permet pas le face-à-face, qui permet d'utiliser un support matériel pour montrer la difficulté qu'on a, d'utiliser ses mains pour travailler la langue, etc. Le manque d'interface humaine est extrêmement violent pour beaucoup de personnes et ça passe à un niveau supplémentaire quand on est forcément face à son ordinateur en train de tapoter pour essayer de comprendre pourquoi sa facture électrique est tellement énorme. Donc ça, c'est un autre élément d'attention aux ressources qui me paraît important. Et du coup, l'injonction de participer qu'on nous assène aussi est là aussi violente. Il faut avoir les moyens de participer. Autre question, Serge, que tu as soulevée, c'est la question de la surveillance, effectivement, qui avait été soulevée hier. Et vraiment, moi, je souligne à quel point elle fait froid dans le dos, cette question-là. Il se trouve que mon père était résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. Il était opérateur radio, peut-être qu'il y avait un gène de la communication déjà là, pour un des chefs de la résistance en France, Jean Moulin. Et il a échappé à les techniques de surveillance à cette époque-là, c'était la goniométrie. C'est-à-dire, vous savez, une technique qui était utilisée pour repérer par triangulation où se trouvait un émetteur radio. Et c'était, je veux dire, l'échapper, la clandestinité, le fait d'échapper à la surveillance était absolument essentiel. Les amis et collègues d'Amérique latine ont connu le même type de choses dans les années 70. C'est quelque chose qui me paraît absolument essentiel pour notre avenir, d'arriver à contrôler ces questions de surveillance. Un autre point d'ailleurs que je connaissais mais qui a été exposé de manière extrêmement claire et impactante ce matin par un jeune étudiant de Simon Fraser University à Vancouver, Sibo Shen, sur l'impact matériel des techniques d'information et de la communication, à la fois le travail, les conditions de travail pour fabriquer des ordinateurs, par exemple, mais aussi les conditions de travail scandaleuses pour recycler, les démonter, etc. Ça aussi, ce sont des éléments essentiels à prendre en compte. Donc, je pense aller vraiment dans le même sens que ce que Serge vient de nous dire, cette importance d'être attentif et de chercher des alternatives. Et si je devais partager son questionnement sur comment trouver des alternatives, Serge, tu as parlé de décrocher, tu as parlé de hacker, tu as parlé de mettre en commun. Si je peux, j'ajouterais partager les opportunités qui s'offrent à nous, mais partager, pour moi, c'est pas simplement un échange entre personnes
pourvu de biens qui peuvent les échanger, c'est extrêmement bien. Partager, c'est aussi partager avec tous ceux qui ont beaucoup moins de biens, qui n'ont pas cette possibilité, que ce soit des biens matériels, que ce soit des biens intellectuels, et arriver à trouver un moyen de partager techniquement. Je suis sûre qu'on pourrait faire des choses techniques pour aider davantage des gens qui ont du mal à lire ou du mal à comprendre la langue, et peut-être encore plus partager socialement, et ça pourrait éclaircir notre panorama qui est effectivement relativement noir. Donc voilà ce que je souhaitais apporter. Et merci donc encore à Serge. Merci beaucoup pour cette discussion qui a apporté de nombreux points complémentaires fort intéressants. Nous avons devant nous une quinzaine de minutes pour prendre intervention ou questions de la salle. Il y a 2 micros, un de ce côté-ci et un de l'autre côté. Si des anglophones parmi vous aviez des questions, je ferai de mon mieux pour les traduire à nos intervenants. Est-ce que quelqu'un aura envie de briser la glace? Sinon, peut-être que je vais me lancer. Il y a quelqu'un? Donc, nommez-vous rapidement et puis posez votre question. Hello. I first want to thank both presenters. This was really interesting, really fascinating. My name is Tanya Aitamurta. I'm from Stanford University. And I have a couple of questions regarding the notion of commons, because it's kind of sounded that commons and commons-based peer production is something that we should embrace over perhaps other types of online collaboration or sharing. So I wonder if you could discuss a little bit more about whether there is a strong normative argument to support commons versus crowdsourcing or other types of sharing modes online. Est-ce que ça va pour... Oui, alors l'intervenante nous parle de ce qui serait une prescription normative autour de l'idée de commons, donc de biens communs. Donc, demande à nos intervenants s'ils seraient prêts à développer sur cette normativité autour de l'idée de commun. Oui, non, c'est toi. Oui, dans l'idée de commun, c'est bon le son, oui. Alors, oui. Alors, dans l'idée de commun, il y a l'existence d'une ressource et ensuite, ça c'est le premier élément, dans le fond, si on essaie de définir qu'est-ce que c'est qu'un commun. Donc, premier élément, la ressource. Donc, la ressource qui peut être de nature physique, donc les terres pour le pâturage ou l'eau ou des ressources naturelles, ça va définir un commun physique, mais il y a aussi des communs informationnels ou des communs de connaissances. Donc, simplement, les exemples que j'ai donnés, c'était plus dans le sens des communs informationnels. Alors, donc, dans la définition de commun, il y a cette première idée de l'existence d'une ressource. La deuxième idée, c'est de se donner des règles de gestion de cette ressource. C'est-à-dire, en d'autres mots, quand on parle d'un commun, parce qu'évidemment, on a l'image des communs en Angleterre, qui étaient justement les terrains qu'on laissait, où n'importe qui dans le village pouvait amener ses animaux pour les faire brouter, en fait, sur le commun. Alors, il y a une espèce de fausse image qui est restée, qui était de dire, OK, quand on est dans une problématique de commun, ça veut dire qu'on est dans une problématique de laisser-faire. Mais en réalité, ce n'est pas la façon dont on définit un commun. En fait, on doit élaborer des règles de gestion. Et ces règles de gestion sont donc des règles de partage. Et ces règles sont, disons, ciblées ou destinées à une communauté. Donc, c'est la troisième idée du commun, c'est l'idée de communauté. Donc, vous gérez
disons, une ressource que vous mettez en partage selon des règles et pour une communauté. Alors, qu'est-ce que je peux dire aussi? C'est que, évidemment, il y a eu un célèbre texte de Garrett Harding qui s'appelait c'est un truc catastrophique par rapport au commun, là, the Tragedy of the Commons. Et donc, ce scientifique, en fait, mettait de l'avant l'idée que si, effectivement, on laisse comme ça tout le monde dans une zone, évidemment, ça va entraîner une déchéance, dans le fond, des ressources, etc. Alors, en réalité, les gens qui participent actuellement au renouveau des communs s'insurgent contre cette vision des choses en disant, oui, mais c'est justement, il y a des règles de gouvernance dans le commun et c'est ça qu'il faut respecter. Alors, voilà pour le commun. Vous avez parlé aussi d'une demande peut-être d'informations sur le crowdsourcing. En fait, c'était pourquoi est-ce que le commun pourrait être une prescription normative plus valable, par exemple, que d'autres modalités comme le crowdsourcing ou même l'échange marchand? Oui, bien, je dirais c'est ça, a priori, oui, voilà, c'est ça. Le crowdsourcing serait plus du côté, finalement, de la logique marchande. C'est-à-dire que, en tout cas, l'idée de départ du crowdsourcing, c'était de dire, on va mettre, on va mettre au service de la résolution d'un problème un ensemble de... Elle est partie, hein, donc, on va mettre au... Donc, disons, une entreprise a un problème et il postule que la solution à son problème va peut-être être plus intéressante si on met à contribution un grand nombre. Donc, c'est ça qui est l'idée du crowdsourcing. Alors, effectivement, je dirais que... parce que ça, c'est des parties que j'ai sautées de mon exposé, mais effectivement, quand ma conclusion de ma section sur le partage, c'était justement de dire que il y a vraiment deux modèles disons, d'une philosophie du partage, c'est-à-dire un modèle qui est plus autour du sharing economy et donc plus autour de ce que j'ai essayé d'expliquer, là, où effectivement des acteurs économiques, par le biais de plateformes, finalement capturent une certaine partie de la générosité de ceux qui donnent. On pense à des plateformes comme Uber ou Flickr ou YouTube. Et de l'autre, on est devant un modèle plus de mutualisation des ressources. Donc, le premier modèle, c'est un modèle d'économie du partage. Le deuxième est plus un modèle de mutualisation des ressources. Et effectivement, je dirais que le financement participatif, donc une version développée du crowdsourcing qui devient le crowdfunding, c'est un modèle où effectivement les porteurs du projet, les donateurs, orientent le développement des activités de création liées à ce projet. Donc, on est effectivement ici dans un cas de mutualisation des ressources et non pas dans un cas de captation de la générosité par des acteurs externes. Donc, je dirais, pour recadrer ça à partir de votre question, donc on voit que le crowdsourcing peut alimenter l'un des deux modèles, finalement, de l'économie du partage. Le premier modèle étant davantage près de la logique de captation et le deuxième modèle étant davantage près d'une logique de commun. Donc, dans ce cas, il n'y a pas d'opposition entre un certain type de crowdsourcing, un financement participatif, où, effectivement, on met de l'avant l'orientation du projet par les donateurs et non pas l'orientation du projet
par des agents externes qui captureraient le don. Voilà. Merci. Il y avait une seconde question dans la salle. Est-ce que c'est possible de vous déplacer au micro pour qu'on vous entende? Oui, je regarde Mme Pasquier. Oui, merci de cette conférence qui était vraiment très intéressante. Moi, j'ai une réflexion et une question. La réflexion, c'est la désillusion qu'on peut avoir vis-à-vis de la marchandisation autour de l'économie d'Internet est un peu la même que celle qui s'est passée autour de la télévision, qui a été créée dans des buts très généreux, hein, éduquer, informer, distraire, et puis finalement qui est devenu un média très commercial où le téléspectateur est vendu aux annonceurs comme produit. Je pense que cette désillusion ne doit pas être vécue comme une désillusion, puisqu'il faut bien des modèles économiques pour ces économies, et Internet a vécu sur une idéologie et un discours très, très enchanteur sur le fait que c'était le gratuit, etc., et qu'il y a une réalité économique qui a été beaucoup plus présente ces derniers temps. Donc, moi, la marchandisation, je pense qu'elle est un peu inévitable. Après, comment créer des brèches dans la logique de marchandisation? Je pense qu'il y a des petites brèches que vous n'avez pas évoquées ni l'un ni l'autre, qui sont des stratégies de micro-résistance. Par exemple, l'ironie et l'humour sur Internet me semblent tout à fait faire partie de ces petites brèches. Parce que la déconnexion d'Internet, c'est pas la déconnexion de la télévision. Il y a toute une vie sociale, professionnelle, administrative qui est liée à Internet aujourd'hui. Donc personne ne peut vraiment se déconnecter, alors qu'on peut très bien ne pas regarder la télévision. Donc je pense que les brèches qui ont été évoquées ne sont pas forcément des brèches qui peuvent être empruntées par le commun des mortels, alors que visiblement il y a ces brèches, micro-brèches, qui sont très utilisées au jour le jour, hein, par les internautes. Est-ce que nos intervenants ont une réaction rapide à cette intervention? Non, c'est simplement pour te remercier, c'est tout à fait exact. Je pense que, effectivement, enfin, Internet fait partie intégrante de la société capitaliste dans laquelle on vit, et donc il n'y a pas lieu d'être surpris, quoi. Effectivement, ça c'est mais je crois que c'est important de rester conscient et de se poser, peut-être essentiellement de se poser des questions sur comment ça marche, que se passe-t-il, qui est on board, et être au moins attentif. Oui, mais ça renvoie à la question plus fondamentale du sens de ces mutations de l'économie. C'est-à-dire que évidemment, je n'ai pas parlé de capitalisme cognitif aujourd'hui, mais j'ai ce modèle-là aussi disons, à l'esprit, et j'ai aussi les réflexions philosophiques et économiques de André Gorz, qui a écrit beaucoup sur ces questions-là. Et en réalité, ça nous amène à poser la question de est-ce qu'on doit imaginer les alternatives à l'intérieur du système marchand, ou est-ce qu'on doit imaginer des alternatives qui nous renverraient en dehors du système marchand? Donc, André Gorz nous parle à un moment donné d'utopie post-marchande. Alors, évidemment, du fait même de les appeler utopie, on voit peut-être que ça va un peu trop loin, etc. Et donc, effectivement, mais je suis comme interpellé par ces questions-là, même si je reconnais que je pense que les pistes les plus intéressantes de micro-résistance se situent quand même à l'intérieur du système marchand dans lequel on est. Et je pense qu'effectivement, il faut envisager de penser les alternatives aussi vraiment comme des articulations entre pratiques marchandes et pratiques non marchandes. Je pense qu'il faut penser dans cette direction-là.
Donc voilà qui nous servirait de remarque conclusive pour cette conférence, ces échanges. Donc je voudrais remercier encore une fois nos deux conférenciers, M. Serge Proulx, Mme Suzanne de Chevigny, et vous d'être venus aujourd'hui.